Rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer la dernière session de cet après-midi. Désolée pour les quelques instants de retard, mais on va avoir quelques présentations aussi en distanciel. Donc, je tenais à m'assurer que tout le monde était bien présent. Je me présente, je m'appelle Michèle Tonnet. J'ai eu la joie et la difficulté à l'époque au ministère de la Santé de faire partie du premier e-health network qui a mis en place Ma Santé at EU et de créer le département correspondant au sein du ministère de la Santé. Je travaille maintenant avec certaines des institutions européennes. Donc j'ai le plaisir d'animer cette belle table ronde où nous aurons 5 pays qui vont venir vous présenter un certain nombre de choses pour répondre aux présentations brillantes de ce matin, à savoir comment naviguer de façon un peu plus pérenne, entre guillemets, dans les textes qui viennent d'être proposés par les uns et les autres, et en particulier, bien sûr, la proposition du Parlement sur l'espace européen des données de santé d'une part, et le règlement sur l'intelligence artificielle. On a eu des présentations sur l'écosystème, les grandes caractéristiques, et ainsi que l'articulation des différents textes juridiques. Le problème, comme toujours, c'est quid de la mise en œuvre. Vous savez que la santé étant une prérogative nationale, et on a vu quelques exemples ce matin de difficultés pour arriver à concilier le tout, l'idée était d'essayer de démontrer à travers 5 représentants des États membres quels étaient leurs principaux défis, quelles étaient les propositions de solutions en fonction de leur système politique et sanitaire qu'ils pouvaient proposer, ou bien tout simplement quelles étaient les principales questions qu'ils avaient à résoudre. Donc je vais vous présenter brièvement les intervenants de cet après-midi. En premier, nous aurons une intervention distancielle de Mario Jędrosek qui va présenter pour la France le rôle du Health Data Hub, pour lequel on a eu déjà des questions tout à l'heure, notamment sur le fait que le Health Data Hub est un pilote de l'infrastructure européenne qui est à construire à partir de TEDAS dont vous a parlé Marcus. Donc Mario va surtout nous présenter cet aspect-là, mais aussi le rôle du Health Data Hub côté français. Donc en distanciel. Ensuite, nous aurons une intervention en duo d'un petit pays, mais qui est venu en force, la Belgique. Nous aurons le plaisir d'accueillir Élise Degrave, qui est professeure à l'université de Namur et qui a la chaire de e-government. Et bien d'autres choses qu'elle précisera. Et Jean-Marc Van Dissegem, si je ne dis ça correctement, qui est directeur adjoint du CRIDIS et qui est avocat spécialisé en e-santé, donc ils nous feront une présentation en duo. Ensuite, nous aurions dû avoir une présentation de la Suède par Madame Titti Mattsson. Malheureusement, Titti est souffrante, mais nous avons, grâce à Petra, quelqu'un qui va nous faire la présentation à la place de Titti sur la Suède, puisque Petra, je vais en parler à l'instant, travaille aussi à l'université de Lund, comme Titti Mattsson qui y est professeur. Pour suivre, nous aurons une présentation de l'Italie, Monsieur Giacomo Di Federico, qui est professeur à l'université de Bologne et qui sera, lui, en distanciel. Et enfin, nous terminerons en revoyant une deuxième fois Petra Mullerova, qui est postdoctorante enseignant-chercheuse à l'université de Lund en Suède, mais qui interviendra pour la République tchèque. Voilà, donc c'est vraiment une fin d'après-midi très chargée. Je ne parle plus longtemps, mais juste pour vous préciser le déroulement de la table ronde. Je passerai la parole à chacun des représentants du pays, et non pas chacun des intervenants, pour une dizaine de minutes chacun. Et sauf si vous avez vraiment une question de compréhension urgente, je vous demande de laisser chacun des intervenants parler de telle manière à ce que les derniers aient encore leur temps de parole avant que vous vouliez quitter la salle. Donc 10 minutes d'intervention par chaque pays, si j'ose dire, et ensuite on refera un dernier round avec d'1 à 2 minutes quand ils auront écouté les uns et les autres, ils se seront écoutés mutuellement de telle manière à ce qu'ils puissent donner soit une conclusion, soit un point saillant, quelque chose comme ça. Et enfin, bien sûr, on essaiera en tout cas de répondre à chacune de vos questions.
Voilà pour moi. Donc je vais passer la parole à Mario Jandrosek qui nous attend depuis Bruxelles pour nous parler du Health Data Hub et de son rôle en tant que préfigurateur de l'infrastructure européenne des données de santé. Merci beaucoup. Alors du coup, juste un très rapide rappel pour commencer que le HTH a été créé en 2019, donc bien avant le règlement HTS, avec la mission de faciliter l'accès aux données de santé avec un visée d'utilisation secondaire. Et donc le règlement HTS viendra quelque peu peut-être ajouter à ces missions. Et donc, nos tâches principales basées sur la réglementation française, c'est qu'on sert comme guichet unique pour l'accès aux données de santé en France. On dispose d'une plateforme sécurisée et à l'état de l'art pour traiter les données de santé, donc similaire à ce que la réglementation européenne appelle Secure Processing Environment ou environnement de traitement sécurisé. Et on met en place un catalogue de données qu'on met à disposition des utilisateurs, qui inclut notamment les bases principales du SNDS, donc une des bases médico-administratives les plus larges au monde. Et donc, je vais pas m'attarder beaucoup sur le HTH en tant que tel. Si vous avez des questions sur nos projets ou sur nos missions, je serai ravi d'y revenir durant la séance questions-réponses. Et je vais parler en premier lieu de notre engagement européen pour l'espace européen des données de santé. Donc, vous avez pu avoir déjà d'autres interventions, notamment au sujet de TEDAS 1 et TEDAS 2 de la part de Marcus tout à l'heure, donc, et aussi de la part de nos collègues à la Commission européenne. Donc, je vais me concentrer notamment sur l'initiative dans laquelle nous on est le plus engagé, qui du coup est vraiment là pour tester et voir comment ça fonctionne en pratique l'espace européen des données de santé. Et donc là-dedans, c'est le projet coordonné par le HTH, Health Data at EU Pilot. Il s'agit donc de créer une première version de l'espace européen des données de santé pour l'utilisation secondaire, en étroite collaboration avec la Commission européenne et notre consortium de partenaires européens. Et donc, juste, j'avais remis cette diapositive pour montrer qu'on se situe donc entre plusieurs autres initiatives. Donc, on teste certaines des préconisations de l'action conjointe TEDAS 1 et certains des enseignements qu'on aura tirés dans le cadre de notre projet, alimenteront la deuxième action conjointe TEDAS 2 qui visera donc la mise en œuvre et l'implémentation à moyen terme, et alimente également le mécanisme de financement par direct grant, donc des financements accordés au niveau européen à chacun des pays européens pour accélérer la mise en place des organismes chargés de l'accès aux données de santé. Et donc, pour rentrer plus en détail dans le projet pilote, donc, on travaille avec un consortium de partenaires européens, 17 partenaires au total, représentant 9 pays européens. C'est un projet assez court, comme vous avez pu voir aussi sur la diapositive précédente, de 2 ans, de vraiment mettre les mains dans le combi et montrer ce qu'on peut faire en termes d'utilisation secondaire des données de santé. Donc, le premier objectif était donc de construire un réseau de plateformes de données à l'échelle européenne, de faire travailler ensemble, et 2, réaliser un certain nombre de projets de recherche et de cas d'usage d'utilisation secondaire des données de santé au niveau européen. Donc, avec l'objectif in fine... En attendant qu'on arrive à faire la connexion. J'ai pas pu bien entendre ce que vous avez dit, pardon. Non, continuez. Pardon. Ok, pardon. Donc juste pour rebondir, donc le projet dans son intégralité visait à tester et mettre en place un premier parcours utilisateur de l'EHTS. Donc c'est pas le parcours utilisateur final de l'EHTS tel qu'il est présenté dans le règlement, dans le compromis adopté très récemment dans les trilogues, mais qui se base plutôt sur la vision de la proposition de règlement.
mais qui est resté évidemment assez proche de la version finale. Mais donc le projet visait à proposer des services aux utilisateurs futurs de l'EHTS à travers toute la durée de vie d'un projet de recherche ou d'utilisation secondaire des données de santé. Et donc, commencer par la recherche et la découverte des données et pour aller jusqu'à la finalisation d'un projet. Et donc, si on se concentre sur les premières étapes de ce parcours utilisateur, qui sont celles qu'on a priorisées dans le cadre du projet, donc sur l'aspect de la recherche des données, on a développé dans le cadre du projet un standard de métadonnées qui s'appelle Health Database. Et donc, l'idée de ce standard qui sera utilisé par tous les pays européens pour décrire les jeux de données disponibles pour permettre, in fine, l'agrégation des catalogues de métadonnées nationaux dans un catalogue de métadonnées européen. Et que ça a été présenté par le collègue de la Commission européenne, tout à l'heure. Donc, on a développé la version de ce standard de métadonnées qui s'appelle TKTP et qui sera disponible très prochainement sur le site web du projet. Évidemment, ce standard de métadonnées sera aussi repris dans le cadre du projet TDS2 et il y aura une possibilité pour tout l'écosystème d'interagir avec et de formuler des retours. Donc le deuxième bout du parcours utilisateur auquel on s'est intéressé dans le cadre du projet, c'est la question de l'accès aux données. Donc, comme vous le savez toutes et tous, l'accès aux données est un des enjeux principaux dans le cadre de l'EHTS et l'EHTS prévoit notamment qu'un utilisateur pourra faire une seule demande unique qui sera distribuée à tous les organismes chargés de l'accès aux données dans les différents pays membres. Mais pour que cela soit possible, il faut pouvoir se mettre d'accord sur un formulaire d'information qui sera ensuite transmis aux différents organismes. Et donc le projet, encore une fois, a pris la tâche de développer une première version d'un tel formulaire. Donc on a travaillé avec nos homologues de plusieurs pays européens qui disposaient déjà de tels formulaires. Et donc c'est le partenaire finlandais Findata qui avait le lead de cette tâche. Et donc on a proposé une première version d'un tel formulaire. Pareil, le travail sera repris dans le cadre de TDAS2 pour le circulariser avec davantage de pays européens. Comme je l'avais dit, dans le cadre de ce projet, nous sommes seulement 9 pays représentés, donc il y a un enjeu encore d'embarquer plus de partenaires, mais évidemment c'est une première brique à casser, un premier formulaire qui nous semble relativement exhaustif et répondre en même temps aux exigences du règlement de HTS. Et donc pour permettre la réalisation de ce service, il y a besoin aussi d'échanger des informations entre les acteurs, et notamment entre les organismes responsables de l'accès aux données. Et donc pour cela, le projet a également commencé des travaux sur une infrastructure technique qui connecte les services de l'Union européenne, donc les services centraux, et les organismes responsables de l'accès aux données, ainsi que quelques autres acteurs pour leur permettre, par exemple, l'échange de métadonnées, l'échange des données contenues dans les formulaires de demande d'accès, etc. Donc c'est un autre work package de notre projet qui a développé une première version de cette infrastructure à laquelle aujourd'hui plusieurs pays sont déjà connectés. Donc je pense ce que je veux montrer à travers cette présentation, c'est que même si le HTS n'est pas encore une réalité, les premières briques et les premiers building blocks de l'EHTS, certains des services clés ont pu être démontrés une première fois dans le cadre de notre projet et pourront être développés, commentés, améliorés par la suite, entre autres dans le contexte de TDAS2. Et donc pour revenir, pour mettre en perspective les impacts de l'EHTS sur l'utilisation secondaire des données de santé, les défis encore existants et les travaux de ces projets. Donc très clairement, le règlement apporte quelques avancées notables comme la fixation de délais de mise
l'exposition des données, parce qu'on sait que c'était une limite assez forte de l'utilisation secondaire, une clarification des rôles, notamment dans le cadre de l'accès aux données, et une clarification également du périmètre des données vitées. Et le règlement insiste sur un certain nombre d'outils clés qui existent au niveau français au sein du HTH et pas que. Donc un catalogue de métadonnées, l'environnement de traitement sécurisé. On dispose également de quelques autres outils comme un registre de projet pour communiquer ou être transparent par rapport au projet vis-à-vis du citoyen. Mais également, il reste des défis et donc il y a du travail encore à réaliser, même si notre projet pilote va bientôt toucher à sa fin 2024. Mais donc, certains des défis encore à relever sont donc pour les règles qui permettent une certaine dérogation nationale ou la fixation de règles nationales, éviter une trop forte fragmentation des règles, se mettre d'accord, et donc TS2 va travailler là-dessus, sur des conditions tarifaires de l'accès aux données qui ne soient ni trop dissuasifs pour les utilisateurs, mais en même temps incitatifs pour les détenteurs de données, et aussi idéalement pas trop, et à travers l'Europe. Et enfin, un élément qui a été modifié dans la version finale du projet de règlement, et donc le nouveau rôle de Trusted Data Holder, ou de détenteur de données de confiance, qui reste à préciser notamment dans ses interactions avec l'organisme responsable de l'accès aux données. Et donc on compte évidemment sur nos partenaires français et européens pour avancer sur ces défis pour éviter que ça des points de blocage pour le HTS. Donc, de mon côté, je vais m'arrêter là. J'ai en annexe des slides sur des projets spécifiques encore et des projets qui vont légèrement au-delà de l'HTS en tant que tel, mais je pense plutôt les réserver pour la séance questions-réponses au besoin à la fin. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mario. Merci à Nathalie, à Céline pour l'organisation magnifique de ce très beau colloque auquel on est très content de participer. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps le modèle qu'on a mis en place en Belgique qui présente beaucoup de points communs avec ce qu'on essaye de faire au niveau européen. Et dans un deuxième temps, mon collègue Jean-Marc Van Giesegem expliquera comment un patient peut exercer ses droits dans ce modèle. Alors, on l'a dit, on l'a redit, l'espace européen des données de santé est conçu comme un modèle de décentralisation des données qui circulent grâce à une plateforme. Et c'est bien ça qu'on a en Belgique depuis les années 90. Le modèle belge a été créé aussi, donc il présente beaucoup de points communs avec l'espace européen des données de santé. Et c'est un modèle qu'on a mis en place grâce à vous les Français, parce qu'on s'est dit, on ne veut absolument pas faire comme les Français. Parce qu'on était en 78 et on a assisté à votre scandale Safari pour système automatisé des fichiers administratifs et répertoire des individus, qui pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, était une conception de la base de données administrative qui consistait à centraliser toutes les données de tous les citoyens. Et nous, on s'est dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Monde a titré d'ailleurs Safari ou la chasse aux Français, et on s'est dit, nous, on ne va pas s'embarquer là-dedans, parce qu'évidemment, au niveau des risques de piratage notamment, c'était trop important. Donc, merci les Français, ça nous a poussé à réfléchir à une autre solution qui était le mode. Quand même donné la clé. je ne dévalorise pas tout. Je dis qu'on s'est inspiré de votre modèle pour en faire un autre, qui est celui de l'administration en réseau que vous voyez à gauche sur l'écran. C'est-à-dire, ça paraît très compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tellement. En fait, on s'est dit tout simplement, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, on ne va pas mettre toutes les données des citoyens dans la même base de données. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à identifier des administrations qui avaient un point commun, les administrations de sécurité sociale, les administrations et les institutions actives en matière de santé. Et on s'est dit, on va créer des petits réseaux, un réseau sécurité sociale, un réseau santé, et on met au milieu de ce réseau
une plateforme qui va organiser l'échange des données entre les institutions qui en ont besoin, sachant donc que les données ne sont enregistrées qu'à un endroit et circulent grâce à la plateforme d'échange d'informations. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de collecte unique des données, ou principe Only Once, qui depuis lors a été repris par l'Europe, qui consiste à dire aux citoyens, c'est très pratique, vous ne donnerez qu'une seule fois votre information, et puis elle va circuler grâce à la plateforme. Ce qu'on a fait en santé, vous le voyez au milieu de l'écran, c'est depuis 2018, on a mis en place la plateforme e-health, donc on a fait un réseau avec les prestataires de soins de santé, les hôpitaux, les mutuelles, les administrations qui sont impliquées en matière de soins de santé. On les réunit au sein d'un réseau et on met au milieu de ce réseau la plateforme d'échange d'informations qui est la plateforme e-health, qui est donc au cœur de ce réseau, qui est bien juste une plateforme. Il y a eu des tentatives d'en faire une base de données vraiment, mais la Cour constitutionnelle a recadré ça en disant non, c'est bien une plateforme qui va organiser l'échange et elle n'enregistrera pas des données de fond. Alors c'est très pratique, ça permet notamment l'automatisation des droits et la simplification administrative. Je vous donne un exemple très concret. Quand un enfant naît à l'hôpital, on déclare l'enfant à l'hôpital, on n'est plus obligé d'aller à la mairie et c'est enregistré automatiquement dans les registres de l'état civil et ça permet par exemple de rembourser les soins de santé, les allocations familiales, etc. Alors, ce modèle paraît super, on se dit waouh, les petits Belges, c'est quand même les champions, mais on sait bien, et Anne-Sophie Hulin l'a vraiment très bien expliqué, que l'enjeu majeur, c'est la confiance du citoyen. On ne peut rien faire si les citoyens ne sont pas impliqués et ne jouent pas le jeu. Donc, il y a vraiment cette question d'acceptabilité sociale. Et là, on a un problème en Belgique au niveau de 3 piliers pourtant essentiels. On peut toujours rester au slide précédent, j'ai tout mis en un slide. On a un problème au niveau de 3 piliers essentiels pour la confiance. D'abord, le premier pilier, c'est l'identifiant. Comment est-ce qu'on va identifier le citoyen? Quand on a vendu aux citoyens ce modèle d'administration en réseau, on a dit, mais ne vous inquiétez pas, dans chaque réseau, il y aura un identifiant particulier pour le citoyen. Il y aura un numéro sécurité sociale, un numéro fiscal, un numéro santé. Mais nous, les chercheurs, quand on farfouille dans les textes, surprise, c'est le même numéro. C'est le numéro de registre national. Donc on a vendu de la poudre aux yeux aux citoyens, alors qu'en fait, ce numéro est le même. Quel est le danger ? On l'a vu pendant le Covid. Au moment du Covid, on a voulu adopter une loi pandémie qu'on a adoptée, mais il y avait un article super dangereux. Et heureusement, le Parlement a bien voulu auditionner quelques experts en protection des données dont je faisais partie. Cet article était rédigé de manière très compliquée et l'air de dire, regardez, on a bien pensé à la protection, mais il était résumable en une ligne. Il voulait dire, en cas de crise, on centralise tout. Et pourquoi on pouvait tout centraliser ? Parce que c'est le même numéro, c'est pas très compliqué de le faire. Donc on voit qu'il y a quand même, malgré tout ce beau modèle qui a savamment été mis en place, une lame de fond quand même qui consiste à vouloir toujours recentraliser pour toujours des beaux motifs d'efficacité, de protection, etc. Mais c'est dangereux. OK. Et donc, la question au niveau européen, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire, sachant par exemple que l'Allemagne considère comme inconstitutionnel le numéro d'identification unique. Autre problème, les autorités de contrôle. On a l'autorité de protection des données, l'équivalent de la CNIL, instituée par le RGPD, mais aussi, pour dire aux citoyens, ne vous inquiétez pas, en matière de santé, on vous protège. On a mis en place 2 autres autorités, Comité de sécurité de l'information et Agence des données de santé, tellement problématiques qu'elles sont soumises pour le moment à 2 plaintes, chacune une plainte auprès de la Commission européenne qui est en train d'enquêter sur le cas belge de ces 2 autorités parce qu'elles rognent sur les compétences du législateur et de l'autorité de protection des données. Simple exemple, Comité de sécurité de l'information, pendant la crise Covid, il était habilité à pouvoir décider qui allait accéder aux données vaccinales. En particulier, est-ce qu'un organisme d'intérêt général pouvait y accéder? C'était oui, c'était lui qui décidait tout seul en dehors d'une loi. Ça voulait dire qu'on pouvait transférer les données de santé aux sociétés de transport public, par exemple, et vous vouliez prendre le train, on vérifierait votre statut vaccinal. Ça a heureusement été annulé par la Cour constitutionnelle. Et puis finalement, j'en terminerai par là, on a une carte d'identité électronique. Là aussi, on dit waouh, les petits Belges, ils sont en avance. On a fusionné cette carte d'identité électronique avec la carte vitale. Quand on va chez le pharmacien maintenant obtenir un médicament, on met la carte d'identité électronique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que le pharmacien a tout l'historique de tous les médicaments et on n'a pas prévu, on a mis une carte en moins, mais pas de garantie en plus.
plus. Donc on n'a pas prévu comment faire vraiment pour que le citoyen puisse lui-même supprimer des données qui ne seraient pas pertinentes. Et puis surtout, tout devient invisible. Et donc on rejoint ici l'enjeu de la confiance du citoyen. À partir du moment où tout est invisible, le citoyen il a peur, il ne comprend plus. Alors on dit oui, mais il y a des applications. Il y a plein d'applications gouvernementales qui fleurissent. Et donc on est face à une situation de fragmentation numérique qui fait qu'on ne sait plus quel chemin à suivre pour pouvoir récupérer la main sur ces données. Et je passe la main à mon collègue pour cet enjeu. Ouais. Merci Élise pour cette entrée en matière, pour on va dire, plantage de décor. Alors plantage dans les deux sens du terme. Mais oui, parce qu'en fait, on constate qu'il y a tout de même des risques de plantage dans la bonne volonté. Et donc ici, en slide 3, voilà, alors désolé, c'est par petits bouts. Voilà. Donc en fait, on a en Belgique des réseaux, plusieurs réseaux, parce qu'on a une lasagne institutionnelle, parce qu'on a plusieurs langues, parce que les réseaux sont issus d'initiatives en général de terrain. Donc ça veut dire que ce sont des professionnels de soins de santé qui ont souhaité mettre en place un réseau qui était dans un premier objet finalement d'échanger des données concernant un patient pour pouvoir prendre en charge le patient de manière plus efficace. Et puis après cela, l'État, et Élise l'a déjà abordé, s'est dit « ça c'est pas mal comme système parce que ça permettra aussi de réduire les coûts ». Et donc, on va réduire les coûts de santé, puisque finalement, un patient qui aura fait une radiologie le jeudi, ben, on pourra déjà savoir qu'il l'a faite, et donc on ne devra plus payer celle du vendredi. Donc, voilà un petit peu l'économie qui est faite. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu ces réseaux qui ont été créés. Et donc, c'est vraiment la création d'un identifiant sectoriel unique qui était aussi une idée initiale, qui maintenant, comme le dit Élise, s'est perdue dans les limbes institutionnels, qui se charge de la sécurité, qui se charge aussi d'établir ou de vérifier le lien thérapeutique, puisque nous verrons après, il doit y avoir un lien thérapeutique, et surtout se charge aussi des inscriptions des patients et des médecins sur le réseau. Et au-dessus de ça, il vient se mettre alors un échange de services qui est principalement des dossiers partagés. Et je tiens vraiment au terme partagé parce que c'est vraiment cela dont il est question. Ça veut dire qu'on va partager des informations concernant le patient. On ne va pas mettre tout le dossier médical en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment de partager les informations que le médecin pense pertinentes pour les autres médecins dans une notion de proportionnalité, de nécessité, de minimisation. Ensuite, il y a, et donc après ça, l'image suivante, c'est vraiment la tuyauterie. Donc le réseau va vraiment se charger de mettre en place les tuyaux entre l'émetteur et le récepteur avec des robinets. Et va ouvrir le robinet en fonction des autorisations qu'il va avoir. Voilà, et on peut tout de suite passer à la slide suivante, sinon je risque de dépasser. Oui, je suis désolé, j'avais fait, en fait, je croyais que j'allais avoir la manipulation moi-même. Et donc, on a un système sur un double consentement. D'abord, un consentement du patient, donc c'est un opt-in. Donc, ça veut dire que le patient va vouloir s'inscrire sur un réseau où il va accepter un partage de données. Alors maintenant, en tout cas, ça va arriver dans les prochaines semaines, à double niveau. Ça veut dire que le patient peut consentir au référencement de ces données avec un accès à ces données, mais sans partage. Puis un deuxième niveau, accepter le partage entre professionnels de santé, qui, eux, doivent aussi s'inscrire. Donc, ça veut dire que le professionnel de santé s'inscrit sur le réseau et accepte les conditions de fonctionnement. Parce que c'est aussi ça qui est important, évidemment, c'est d'établir dans ces conditions générales que seul un professionnel de soins de santé peut accéder à la donnée s'il a un lien thérapeutique avec le patient et dans la continuité des soins. Ce qui veut dire que toute personne qui ne réunit pas ces conditions-là ne pourra pas accéder à la donnée, ce qui veut dire qu'on exclut les médecins conseils, on exclut les médecins des assurances, on exclut les experts judiciaires. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand on a connaissance d'une infraction, le réseau a à sa disposition un certain nombre d'instruments, par exemple l'exclusion du professionnel de santé du réseau, ou même porter le cas à l'Ordre national des médecins, ou même porter plainte pour accès illégal à un réseau informatique. Donc voilà, on a un certain nombre d'instruments qu'on a déjà menacé de mettre en œuvre si l'hôpital concerné ne mettait pas en place des mesures de sécurité. On peut vraiment aller bien bas maintenant.
Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette notion de dossier partagé. Donc, ce ne sont pas toutes les données qui sont partagées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exhaustivité. Ce qui est aussi important dans cette infrastructure-là, c'est qu'on impose donc aux médecins de poursuivre l'anamnèse. Donc ça veut dire qu'on n'est pas passé en télématique médicale, on n'est pas passé dans une prise en charge automatique du patient, mais on est là avec un instrument qui va pouvoir aider le médecin dans son anamnèse, mais il n'en demeure pas moins qu'il devra garder une communication pour éventuellement compléter ce dossier partagé avec les informations qu'il reçoit directement du patient. Donc on a vraiment voulu mettre ces réseaux comme aide, comme documentation, aide de documentation à destination du professionnel de la santé, mais sans pour autant qu'il passe l'anamnèse sous silence. Et ça, c'est vraiment très important, maintenir ce rapport, évidemment, entre le médecin. Alors, dans l'espace économique, l'espace européen des données santé, on a évidemment ce considérant nouveau qui a été en fait mis aussi par le Parlement européen. C'est le présent règlement n'affecte pas les compétences des États membres en ce qui concerne l'enregistrement initial des données de santé électronique à caractère personnel. Ce qui me semble, alors ce considérant est un tout petit peu ambigu par rapport au contenu de la loi, ou en tout cas du règlement, qui dit qu'en fait, on va plutôt jouer par un opt-out. Alors que dans certains régimes, on va y avoir un opt-in. Alors comment est-ce que cette législation nationale, qui est inférieure théoriquement au règlement, va pouvoir se coordonner avec l'article du règlement qui parle d'opt-out. Et donc là, c'est déjà le premier, à mon avis, le premier endroit où ça risque de coincer, c'est ce conflit. Et comme je le disais ce midi, on en parlait, ça nous impose, nous aussi, à juristes, de revenir dans nos premiers cours de droit, cours de méthodologie, où on devait faire une interprétation de la loi, voir ce qu'est une lex specialis, une lex generalis, la loi postérieure, voilà, toute une série d'instruments juridiques qu'on avait oubliés. Alors sincèrement, on ne faisait plus cet effort-là parce que c'était assez clair. Et puis maintenant, avec ces règlements hybrides, parce qu'on l'appelle règlement, mais en fait, ça ressemble plus à une directive qu'à un règlement parce que ça touche des compétences nationales de façon majeure. Et donc, on est vraiment dans me semble-t-il, un terme qui n'est pas le bon. Mais voilà, comme le RGPD partiellement. Et donc, on a aussi, on a l'article non-IS qui dit que le droit des personnes physiques de s'opposer à l'accès de leurs données de santé électronique à caractère personnel. Donc, ça veut dire que le patient peut s'opposer au traitement, mais voilà comment ça va s'organiser avec les lois nationales. Et alors, on passe au dernier slide, et comme ça, je tenterai de garder mon timing. En termes de paramétrage, en Belgique, le patient peut paramétrer les accès. Il peut les paramétrer au niveau du prestataire de soins de santé ou au niveau du document. Donc, il peut aller très très loin dans son paramétrage. Le règlement ne parle plus, ou en tout cas ne pousse pas la granularité jusqu'à la donnée. Donc, ça veut dire qu'il dit que le patient peut s'opposer à l'accès à des prestataires de soins, mais quid s'il veut juste s'opposer à l'accès à un document et qu'il veut garder tous les autres praticiens dans la boucle. Et donc là, il me semble qu'à nouveau, il risque d'y avoir des frictions entre ce que l'on connaît, ce qui fait aussi la confiance du citoyen. Parce qu'il a ce qu'on appelle un tableau de bord et il peut le régler. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que son tableau de bord va se vider, va diminuer en granularité parce qu'on va se conformer à l'EHDS, ou bien on va pouvoir faire valoir la loi nationale comme exception, vais-je dire? Et je pense qu'on a terminé. Oui, et alors évidemment, l'autorité de santé numérique, et ça c'est un ajout par le Parlement, on peut avoir une ou plusieurs autorités, et c'est évidemment en Belgique que ça va se discuter, mais en Allemagne aussi je pense, il y a d'autres pays où la santé est régionalisée. Mais on a cette propension, et je pense et l'Italie aussi, et on verra l'exposé sur l'Italie où on est assez proche. Et ça, c'est ce que Élise soulevait, c'est on a cette gourmandise de l'État,
fédéral, est-ce qu'on n'aura pas là finalement une absorption par la force de ces réseaux régionaux? Et là, sincèrement, en tant que réseaux régionaux et comme DPO du réseau santé bruxellois, on est vraiment très, très, très attentif à éviter cette captation pour justement garder une proximité par rapport aux citoyens, par rapport aux patients et surtout garantir que ces droits sont respectés et qu'ils restent au centre du jeu parce que c'est ça vraiment l'ambition. Je vais essayer de transmettre les idées de Titi Mattsson, ce qu'on a parlé. Au début, j'aimerais bien préciser que je vais surtout me concentrer aux utilisations primaires, du coup tout ce qui est autour de patients, pas de secondaire. Et pourquoi? Parce que je vais montrer que ça sera probablement un défi plus grand pour la Suède. Au début, j'aimerais bien dire ou préciser un très, très important, ce qui a été mentionné déjà ici, et de l'organisation de santé en Suède, et c'est la décentralisation. Du coup, la Suède, bien sûr, la Suède a le ministère de Santé, et le ministère de Santé, c'est celui-là qui donne la politique de santé. Mais c'est tout. Ça signifie que toute l'application est aux autorités locales, ce que dans ce cas-là, ce sont les régions. Et Suède, pourtant qu'il n'y a pas tellement d'habitants, est assez grand. Du coup, on a 21 régions. 21 régions qui doivent appliquer la même politique, par contre dans les circonstances très différentes. Du coup, comment ça marche et si on a un modèle commun? Oui, la Suède peut, au début, ça peut avoir l'air qu'on a un modèle parfait. La Suède a une idée qu'à 2025, la Suède va avoir la position dominante dans les santé à l'Union européenne. Du coup, ça, c'est une idée idéale. On aimerait bien. Pour ça, la Suède a commencé à travailler sur e-santé déjà vers 2000. Et du coup, en 2008, la Suède est arrivée avec le dossier médical électronique. On a adopté la loi. Et la loi parle de toutes les nécessités, tous les standards pour interopérabilité et tout ça. Comment ça marche? Il existe une plateforme, la même chose que c'est ça, la plateforme européenne. Et ça s'appelle 1177. Oui, il y en a 4 numéros. Et du coup, cette plateforme est pour des patients. Chacun en Suède a seulement un numéro. La Suède est basée sur tout doit être super simple. Du coup, on a un numéro pour tout, pour soins médicaux, pour des affaires fiscales, pour être embauché. Seulement un numéro, ce qu'on appelle numéro personnel. Et du moment quand vous avez ce numéro, vous avez un accès sur 1177. Vous vous inscrivez là-bas et il y a toute votre histoire médicale. Ça signifie que pas seulement chaque traitement ou visite des docteurs ou des analyses des labos, etc., sont dedans, mais aussi quand vous seulement appelez aux infirmières à demander des résultats, elles doivent rapporter dans le dossier que vous avez appelé et elles vous avez donné des résultats. Du coup, il y en a tout. Vous avez plein de droits comme patient. Vous pouvez demander correction des données, ce que vous trouvez qui ne sont pas correctes. Vous voyez tout ce qui se passe avec vos données, du coup, avec qui les données sont partagées. Vous devez donner autorisation hors de votre je vais dire, docteur normand, voilà, référence. Vous devez donner
des autorisations pour partager des données. Du coup, comme le patient, vous avez plein de pouvoirs. Bien sûr, sauf des situations... merci beaucoup. Sauf des situations d'urgence. Et ça a l'air très, très beau. Ça marche très bien, je dois dire. Sauf que ça marche seulement dans votre région. Ça signifie que si j'habite à Stockholm, ça marche dans toute mon région, j'ai aucun problème. Du moment quand je dois déménager au sud, dans Lund, c'est la région Skåne, et du coup, ça marche différemment. Pas pour le patient. Il y a toujours la même plateforme. La plateforme marche la même chose. Je me identifie la même chose. Du coup, pourquoi c'est différent? C'est différent parce que chaque région peut décider de fournisseurs de services et aussi des prix de services. Ça signifie que probablement à Stockholm, il y a un fournisseur de dossier médical de toutes les prestations techniques complètement différent que celui-là au sud. Ça signifie que maintenant, on a un petit problème. Si moi, je veux déménager, je suis sans mon dossier. Bon, c'est pas tellement tragique. Il y a toujours la possibilité de partager le dossier, sauf que ça prend un temps. Normalement, ça doit prendre 2 semaines à la base de la loi, mais c'est pas vraiment 2 semaines. Ça prend beaucoup plus longtemps. Du coup, ça, ce qui sera probablement le plus grand défi en Suède, c'est que actuellement, on a le problème à organiser le partage entre les régions. Et comment on va le faire si on doit partager hors de région dans les autres pays européens? Bon, on a une petite solution. La Suède a adopté une nouvelle loi en 2023. Du coup, on a une loi pour partager des données avec des autres prestataires des soins. Maintenant, on a des standards. On sait comment partager. Il y a aussi infrastructure pour partager entre les régions des données beaucoup plus facilement. Sauf que, il y a toujours sauf que c'est volontaire. Du coup, actuellement, ça c'est volontaire. On ne peut pas forcer pour l'instant les prestataires à participer, mais on a toujours un moyen. Pour l'instant, on espère que ça va aller dans la mesure d'être obligatoire, mais c'est probablement la question des années, 2 ou 3 années. Du coup, pour résumer, la Suède a déjà un modèle qui fonctionne très bien si vous ne déménagez pas. Mais la question c'est, est-ce que ça c'est un problème ou ça c'est un avantage? Parce qu'on a déjà quelque chose et si à la fin on doit s'adapter aux standards nouveaux, ce que la Commission va arriver avec, on doit changer aussi notre système national et pas seulement le système comment on va communiquer avec des autres pays européens. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est avantage ou est-ce que c'est désavantage à être en avance de beaucoup de pays et avoir déjà un système complet? Merci beaucoup. Merci beaucoup Petra pour cette première présentation pour la Suède. On se retrouve dans pas longtemps. Entre deux, nous allons faire un saut en Europe du Sud. On va aller en Italie, mais en distanciel. Si Giacomo Di Federico est en ligne. En Italie, on n'a pas le concept, et en effet, on n'a pas de terme qui le traduit, de accountability. Et cela signifie que quand on a un règlement comme le règlement général sur la protection des données, qui n'est pas vraiment un règlement, ce semble aussi un directive. Donc là, il y a une marge. Et quand il y a une marge et pas de conseil de accountability, là, il y aura un contrôleur
très très sévères, qui ne s'exposent pas à décisions ambitieuses. Cela est un problème car l'usage secondaire présuppose un change culturel important dans la balance entre droits fondamentaux et droits collectifs à la santé et au développement et à la recherche. Quels sont les défis techniques et normatifs alors? Pour l'usage primaire, je dirais l'interopérabilité. En Italie, à Bologne, pour exemple, dans le même hôpital, il y a des départements du même hôpital qui ne se parlent pas en termes numériques. C'est-à-dire, il faut un infirmier qui se déplace d'un département à l'autre avec les données des patients, ce qui n'est pas vraiment la solution la meilleure. Il y a un contrôle des individus sur leurs données à rendre effectif. Donc, pour l'instant, nous avons déjà une législation assez garantiste, mais il y a besoin d'intervenir. Nous l'avons fait avec un décret du 7 septembre 2023 sur l'usage primaire, qui est, je dirais, 90% déjà complété avec les dispositions du règlement. Il y a un besoin, et on est en train de travailler avec le ministère comme université et comme département, sur la formation professionnelle. C'est très important de former les professionnels sur l'espace, ce qui signifie aussi le traitement des données. Sur l'usage secondaire, les défis sont certainement l'infrastructure. Deuxièmement, les bases de données et les endroits sécurisés. On n'a pas, je dois l'anticiper, on n'a pas une législation pour l'usage secondaire des données de santé, précisément car la proposition de 2022 a été rejetée par le contrôleur national, et donc on est en train c'est à jour, c'est la règle. Mais on devrait élaborer les décrets dans je crois, la sortie est prévue dans la semaine prochaine. Et donc, il y a tout le problème avec les opérations des anonymisations, mais aussi, on est en train de penser à des solutions de cryptographie. Il faut, comme j'anticipais, équilibrer la valeur ajoutée de la réutilisation de la protection des données personnelles, car si la prestation est celle d'aujourd'hui, je crois que l'usage secondaire, c'est impossible à atteindre. Mais j'y reviendrai. Et aussi, un autre problème, peut-être le contrôle public et les synergies avec le monde privé ne sont pas très développés et que l'usage secondaire va promouvoir. Alors, les solutions, d'un point de vue normatif et électrique, on a commencé en 2012 sur l'usage premier. Donc ici, on ne fait que affirmer la possibilité d'utiliser des données dans le dossier numérique pour le traitement. Donc là, on a la base juridique. Et c'est seulement le 7 septembre 2023, après l'avis négatif du contrôleur national, qu'on a développé le soit-dit dossier médical électronique 2.0. Alors là, il y a le contenu de la fiche médicale électronique, il y a tout ce qui prévoit l'article 5 du texte de compromis sur l'espace européen des données de santé, plus des autres éléments qui n'est pas le temps de mentionner, mais s'il y a des curiosités, peut-être après. Les sujets autorisés alimentaires et à mettre à jour la fiche médicale électronique. Alors là sont des professionnels de santé, ceux qui sont affiliés au service sanitaire national, mais aussi lorsqu'ils opèrent indépendamment. Il y a aussi des sujets qui sont exclus, bien évidemment, peuvent être les assurants, les compagnies d'assurance ou les employeurs, par exemple, qui sont justement pour limiter les catégories qui sont déjà mentionnés dans le
règlement. Il y a aussi des garanties et des mesures de sécurité, toutes ceux qui sont déjà prévus par le règlement. Et en plus, l'Italie prévoit droit d'opt-in sur certaines données très sensibles, comme le cas de victimes de violences, par exemple, ou des personnes séropositives. Il y en a d'autres, mais le temps ne permet pas d'aller dans le détail. Sur l'usage secondaire, à des fins de recherche, ici nous avons un vieux décret législatif qui donne application au RGDP en Italie. C'est une législation de 2003, effectivement. Elle donnait application à la directive avec des modifications au règlement. Alors ici, vous voyez, quand il y a le consentement, c'est bien sûr la condition essentielle, sauf quand le traitement est effectué sur la base des dispositions législatives ou réglementaires. Alors là, il y a la nécessité d'une évaluation d'impact. Par contre, quand il est possible d'obtenir le consentement, où ce sont des efforts disproportionnés, alors là, il y a consultation préalable plus l'avis motivé du comité éthique. Alors là, ça devient vraiment difficile. Quand on parle en plus du traitement ultérieur des données, alors là, il y a l'autorisation du contrôleur national. Donc c'est un cadre normatif assez strict. Ce qui nous avons fait en 2012, c'est prévoir l'utilisation des données dans la fiche médicale électronique à des fins de recherche et extendre l'utilisation des données dans les fiches médicales pour la prévention et la prophylaxie. Et ça, c'est pour combattre, par exemple, les émergences sanitaires. Après, en 2002, ce sont des mesures justement liées à la crise sanitaire. Alors là, on voit la base juridique pour la mise en œuvre de l'espace dans sa définition d'usage secondaire. Là aussi, il y a l'individualisation de l'autorité pour la santé numérique dans l'autorité justement des services sanitaires régionaux. Donc, vous voyez, dans ce système décentralisé, il y a petit à petit et effectivement de accentrer, de centraliser l'agence. Et 2024, c'est le 2 mars, là, il y a une intervention ça parle du gouvernement, sur délégation du Parlement. Et là, on élimine la condition de la consultation préalable que j'ai mentionnée. Et ça, ça devrait être un peu plus en ligne avec l'objectif de favoriser l'usage secondaire des données des santé. Enfin, comme je disais, il y a un décret, je suis en train de l'élaborer, sur la création de ce que nous appelons l'écosystème de données de santé. Alors là, il y a la base sur c'est pas sorti encore, sur les contenus, les manières dont ils doivent être alimentés, les personnes ayant accès à l'espace, et bien sûr l'opération qui peuvent être effectuées, mais aussi les mesures de sécurité qui vont garantir les droits des personnes concernées, évidemment, et enfin de définir le rôle de l'autorité pour le service sanitaire qui s'est rendu donc agence, autorité pour les services numériques sanitaires. Alors, juste un minute pour quelques réflexions finales. La seule chose que j'ai vu manque dans le décret du 7 septembre est le droit à la portabilité. C'est dans l'article 8.2 de l'espace, de le règlement sur l'espace. Il y a des fortes limites, en matière d'application, comme je le disais, du règlement général sur la protection des données. L'écosystème des données de santé est encore à réaliser. Il faut avant tout
renforcer la digitalisation, ça c'est aussi un problème culturel, si vous voulez. Et enfin, la formation professionnelle moderne des santé numérique est fondamentale et il faut la promouvoir. Donc j'aimerais, là, je crois, d'avoir terminé le temps à ma disposition. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup. J'aimerais bien de parler de même l'histoire que de la Suède, l'histoire de succès, mais ce n'est pas le cas. Du coup, j'aimerais bien vous parler un peu l'histoire d'un pays post-communiste parce que je pense que ça ne sera pas seulement le cas de la République tchèque, mais aussi pas mal des autres pays qui sont, on peut dire, plus nouveaux membres de l'Union européenne. République tchèque a le système de santé centralisé. Du coup, on a le ministère de Santé qui, bien sûr, décide de la politique, gouvernement qui adopte les lois, mais après, c'est aussi le ministère, de nouveau, qui s'applique toutes les normes. Ce ne sont pas les régions ou d'autres autorités qui peuvent décider quelque chose de différent. Du coup, tout est centralisé. C'est la même chose avec le dossier médical. La République tchèque a essayé d'adopter le dossier médical électronique pour les dernières 17 ans. On avait à peu près 6 stratégies, comment le faire, et ce n'était pas le succès. Le problème, c'est surtout au niveau politique, parce que c'est une décision, c'est une grande réforme, c'est pas quelque chose de très simple et c'est pas populaire. Du coup, la République tchèque un peu attend que l'Union européenne va nous forcer à adopter le dossier médical européen. Le directeur de la plateforme des experts a dit « Je suis convaincu que la régulation et la normalisation par le haut sont le seul moyen de mettre en œuvre une solution conceptuelle de la santé en ligne en République tchèque après 25 ans. » Du coup, on n'était pas capable d'adopter une solution électronique pour le dossier médical. Et il y en a plusieurs raisons. Premièrement, on a une législation qui n'est pas unifiée et qui n'utilise pas des mêmes termes linguistiques que l'Union européenne. Du coup, on n'a pas de dossier médical électronique, on a 2 termes différents. Un, c'est documentation médicale et deuxième, c'est résumé le patient. Documentation médicale, malheureusement, n'est pas définie. Pourtant, qu'on a tout le décret gouvernemental qui parle de ça. Deuxième, c'est le résumé patient, ce qui est quelque chose qui est vraiment proche de ce qui est dans la nouvelle réglementation DS. Mais il y en a quelques infos qui sont manquantes. Mais au minimum, on a une définition dedans qui décrit toutes les données, ce qui doivent faire part des résumés du patient. Deuxième défi, c'est que toute la législation n'est pas unifiée. Ça signifie qu'on a plusieurs lois qui essayent de diriger la documentation médicale, mais à la fin, ils sont opposés, ils sont contradictoires. Du coup, il y en a plein de situations quand des médecins ils ne savent pas quoi faire avec, ou pas seulement les médecins, les autorités et des patients, tout le monde. Le plus grand défi, ce qu'on a considérant DS, c'est qu'il n'y a pas obligation d'avoir documentation électronique. C'est volontaire. Pour l'instant, c'est volontaire. Ça signifie qu'il y a possibilité d'avoir combinaison
ou avoir seulement sous la forme de papier. Et c'est à peu près 21% des médecins qui sont seulement la forme de papier. Du coup, là, c'est un grand défi. Hein. Je ne suis pas sûre que c'est possible de changer d'une année à l'autre pour un cinquantième des médecins qui n'ont pas ordinateur dans leur office. Et à la fin, la République tchèque a compris pendant le Covid que ça, ce n'est pas la solution, avoir tout en papier et être pas moderne. Du coup, ils ont commencé à préparer la loi de e-santé. La loi a été adoptée en 2022 et l'adoption de cette loi a amené les standards d'interopérabilité. Ça signifie, si vous avez en documentation médicale, maintenant, il y a des standards. Et ce qui a ramené, et c'est vraiment important pour le prochain développement, c'est en logistique, en infrastructure. Et du coup, on a une interface centralisée intégrée. Mais ça s'appelle interface centralisée, mais c'est décentralisé. Du coup, le nom, ça ne correspond pas beaucoup de principes. C'est décentralisé, ça signifie que ce sont les prestataires des soins médicaux qui sont responsables à stocker et partager des données. Toutes les données ne sont pas concentrées dans un milieu. Il y en a plusieurs de milieux. Chacun prestataire est responsable pour des données des patients. Et du coup, aussi, pour le procès de le transmettre aux autres prestataires. Mais c'est, comme je dis déjà en avance, c'est volontaire. Du coup, maintenant, il existe le système, mais le système est volontaire et il n'y a pas sûr qu'à la fin, la République tchèque est capable de le faire obligatoire dans les mois ou dans les années qui vont arriver. À cause ou à la base de cette loi qui a été adoptée, la loi qui gère la documentation médicale doit être aussi modifiée. Du coup, on a une modification qui est en train de se préparer maintenant et la modification peut s'adapter aux standards, ce qui va donner, ce qui va arriver par le nouvel règlement. Mais le ministère de la Santé a dit qu'ils ne vont pas le faire. Du coup, ça, c'est une décision politique parce qu'ils ont dit qu'ils veulent adopter, ils vont adopter cette loi avant, ils vont savoir les nouvelles standards de l'Union européenne. Ce qui n'est pas trop logique, mais la raison, c'est qu'ils ne veulent pas attendre. Parce qu'on a vu que ça va durer 2 ans au minimum, peut-être 4. Du coup, ils ne veulent pas attendre. Le défi qui arrive avec, c'est qu'ils vont adopter tous les standards. Et à la fin, après 2 ans, ils vont trouver que tous les standards ne correspondent pas aux standards européens et ils doivent le refaire. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. La seule chose qui est vraiment un grand succès en République tchèque, ce que la République tchèque aime bien à dire, c'est que 21 juin 2023, officiellement, a été créé et approuvé le point de contact. Exactement, national. Du coup, celui-là coopère avec Luxembourg parce que ça a entré dans le même temps, tous les deux points de contact national. Du coup, celui-là a l'air fonctionnement très bien, mais ça fonctionne très bien parce que tout le point est basé sur le projet de la santé
qui a été régional avant. Du coup, il y était un projet régional qui a été un projet pilote qui a marché très bien. Et ils se sont décidés que c'est trop risquant à changer quelque chose. On va seulement adopter ce petit projet régional et faire le national. Du coup, actuellement, le point de contact marche très bien. Il y a aussi des changements des données avec Luxembourg actuellement. Et ça a l'air que ça, c'est la chose qui va marcher très bien. Du coup, le seul défi, ce qu'ils voient, c'est que le volume des données va augmenter avec le changement avec des autres pays européens. Mais ils sont prêts pour ça. Du coup, pour conclusion, la République tchèque est vraiment au début. Ça, c'est le cas opposé. On est au début et peut-être ça sera plus simple pour la République tchèque à s'adapter aux nouvelles règles qui vont arriver parce qu'on est au début. Mais il faut peut-être être aussi patient et pas adopter la nouvelle loi qui est en train probablement être en force l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Petra, pour cette deuxième intervention. Juste peut-être un rappel pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas tout à fait au clair. Le point de contact national, c'est le point d'échange des données primaires qui s'appuie sur la plateforme Ma Santé @EU. Et elle va être complétée par les données secondaires. Pendant que vous préparez les nombreuses questions aux participants à cette table ronde, je vais leur demander dans le désordre le plus parfait à ceux d'entre vous qui veulent intervenir pour un point saillant, une conclusion, une remarque maintenant que vous êtes entendus et écoutés les uns les autres. Je voulais juste soulever, en fait on a tous parlé quasiment de ce niveau primaire d'utilisation de la donnée. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les États ont mis en place ce niveau-là, alors que dans le premier projet de règlement qui était porté par la Commission, ce premier niveau était en réalité un niveau qui servait plutôt de collecte de données plutôt que de réel échange de données. Ça veut dire ça peut être discuté, mais en tout cas, dans les considérants, en tout cas, c'est l'analyse que j'ai de ce règlement qui a été modifié par le Parlement, parce que le Parlement a remis le patient au centre. Mais avant cela, le patient n'était finalement qu'un objet. Je vais être provocateur ici, mais voilà. Et donc, c'était un objet qui fournissait un certain nombre de données qui allaient être utilisées pour la recherche ultérieure. Et ça se reflète surtout dans le motif ou la motivation première de ce règlement qui est post-Covid-19. Et c'est en fait, c'est construire la recherche pour éviter les éléments pandémiques, pour mettre en place des mesures de santé européennes finalement. Et donc le patient était mis, en tout cas à mon sens, au second plan par rapport à la recherche, tandis que le Parlement a remis le patient au milieu avec un certain nombre de droits, avec un certain nombre de contrôles, par exemple, avoir accès, être informé des accès qui sont effectués sur ces données. Ce qui est, je trouve, important, c'est une autodétermination. Alors, la question de savoir est-ce qu'il faut notifier ou il faut plutôt laisser accès important. Et moi, j'aurais tendance à dire ne notifions pas parce que plus d'informations tue l'information. Donc, il vaut mieux créer plutôt un dashboard ou un tableau de bord. Mais voilà, je trouvais que c'était important parce que dans les pays, on a développé vraiment le premier niveau. Et puis maintenant, on doit tous finalement un petit peu embrayer sur ce second niveau qu'est la recherche avec les spécificités nationales. Si je peux rebondir sur votre remarque, il y a une raison historique à ça, c'est tout à fait juste, et heureusement que le Parlement a remis en avant le droit des patients en tant que sujet. La raison historique est qu'au début, il n'y avait rien, on était avant le Covid, et il a fallu commencer par collecter les données, et les seules données qui étaient utilisables et collectables, c'était les données primaires, parce qu'on pouvait les prendre pendant le flux. Donc ça a été très long de mettre les gens autour de la table, la République tchèque en a parlé, mais il n'y a pas que la République tchèque qui a eu quelques
soucis pour y arriver, d'autres ne sont pas encore connectés, donc vous n'êtes pas forcément les plus mauvais élèves de l'Europe, loin s'en faut. Et donc on a commencé par faire ça, et ça a été très compliqué d'arriver à parler de l'interopérabilité, mais surtout de se mettre d'accord sur les mêmes concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un résumé patient? Qu'est-ce que c'est qu'un dossier médical? Qui y a droit? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de partager? Les législations étant différentes selon les pays. Donc ce point-là étant plus ou moins acté, c'est pas encore forcément vrai, et Nathalie en a parlé ce matin pour dire sur quoi c'était déjà restreint. Ensuite, on s'est dit, bah oui, mais ça ne sert que si derrière on est capable d'utiliser ces informations pour la recherche, et donc on a été obligé effectivement de mettre en place un deuxième système législatif pour y arriver, et on en est aux prémices. Donc c'est une raison historique qui a fait qu'aujourd'hui on a envoyé, si j'ose dire, le balancier un petit peu plus sur ces aspects-là, et heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques parmi vous sur le sujet, Alice? Oui, moi, en dézoomant un peu la situation, je me fais la réflexion que c'est quand même vraiment très compliqué, c'est très technique, c'est très touffu, ouais. Mais on doit quand même partir, on parle beaucoup du citoyen, du patient qui doit être au milieu de tout ce système. On sait bien que la confiance, elle ne se décrète pas, on ne va pas pouvoir inscrire dans un règlement européen que la confiance doit être de mise, donc elle s'inspire, et donc il y a quand même un gros enjeu de savoir comment est-ce qu'on va inspirer la confiance, quand on sait en plus, parce qu'ici on n'en a pas parlé, en termes de justice sociale, qu'à Bruxelles, en tout cas, un citoyen sur deux n'accède pas aux outils numériques, n'est pas capable de s'en sortir. Et nous-mêmes, à force de tout numériser, on est nous-mêmes un peu mal à l'aise parce que ces outils ne sont pas non plus toujours super bien faits, il y a beaucoup de bugs. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'accès à ces services essentiels dans un contexte où le numérique n'est pas infaillible et dans un contexte où on entend par Petra, par exemple, que même les médecins ne sont pas numérisés. Donc ça, je pense que c'est un autre enjeu énorme aussi, mais qu'il ne faut pas négliger. Petra? J'ai un peu le sentiment que c'est un petit peu comme GDPR. Quand vous introduisez un grand règlement comme ça, qui va nous toucher tout le monde comme les personnes privées, et nous, ça va nous toucher de la façon professionnelle, ça touche toujours pas tellement des gens de la façon professionnelle. Ça signifie que les journalistes, ils vont le prendre, ils vont le parler dessus, comme GDPR, ça a été un grand boom. Tout le monde a parlé, tout le monde a commencé à avoir peur de tout et comment va se passer. Et personne ne savait qu'il y était la directive avant. Ouais, les personnes privées, c'est pas important pour eux jusqu'au moment que ça va commencer à parler. Et je pense que c'est la même chose avec ce règlement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement l'attention, de mon opinion, c'est pour ça qu'il y a tellement d'attention sur le patient. Parce que chacun va s'occuper, c'est où mes data, pourquoi ça va aller à l'Italie, pourquoi ça va aller en Espagne. Je ne veux pas partager mes données avec des chercheurs quelque part. Du coup, je pense que c'est aussi le point, comment on parle de ça avec tout le monde. Et il faut expliquer la sécurité et tout ça. Et après, ça sera plus facile aussi de centraliser l'attention des États sur la deuxième utilité.